Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Première Loge. Aujourd'hui, je reçois une artiste, une chanteuse, une rappeuse, mais aussi une TikTokeuse qui incarne à mes yeux la force, la puissance, l'indépendance, mais aussi la combativité. Bienvenue Morgane. Morgane, bienvenue sur Première Loge. Merci. Je voulais commencer cette interview en revenant un peu sur ton parcours, sur Tes Racines, qui est le titre de ton premier album. Ouais. C'était quoi les rêves de Morgane quand elle était enfant ? J'en avais énormément. Je voulais bien évidemment devenir une immense star. Je pensais que ça allait résoudre tous mes problèmes. Je pense que je voulais aussi devenir princesse, ce qui était un petit peu compliqué. Non, j'étais une gamine hyper extravertie. J'avais ce besoin tout le temps d'avoir l'attention sur moi. Je faisais tout le temps des spectacles. J'étais visiblement une gamine très rigolote et ça me plaisait bien quoi de voir que je faisais rire les adultes. J'en avais plein des rêves, mais il y avait quand même une petite prédestination au spectacle, on va dire, quoi, d'une manière ou d'une autre. Il y avait déjà cette petite âme d'artiste qui se baladait, quoi. Je sais pas si c'était une âme d'artiste, mais il y avait un profond désir d'amuser la galerie, quoi. En tout cas. D'où te vient du coup l'envie de faire de la musique ? Est-ce que donc t'as baigné un petit peu là-dedans dès ton enfance ? Ouais, mes parents sont de gros mélomanes. On a toujours eu du son à la maison. J'ai été emmenée en festival depuis que je suis toute petite. Mes parents sont hyper jeunes, donc j'ai baigné dans plusieurs styles de musique différents, que ce soit le rock, la techno, le reggae. Mon père mixait un petit peu de techno et ma mère aussi à un moment donné d'ailleurs. Et en fait c'était quelque chose de normal quoi. J'ai grandi dans la musique en fait, pas parce que mes parents étaient musiciens, mais parce que c'était quelque chose qui était tout le temps présent à la maison quoi. Et est-ce que du coup c'est quelque chose où ils t'ont toi encouragé dans cette voie ? Est-ce que par exemple ils t'ont dit dès que t'étais enfant ils t'ont inscrit au conservatoire ou au contraire pas du tout ? Alors oui et non. Alors ils m'ont pas inscrit au conservatoire parce que mes parents sont un petit peu punk, donc c'était pas, on n'était pas dans cette démarche, on n'était pas dans ce modèle familial de ma fille, tu prendras des cours de piano, tu iras au conservatoire. C'était pas du tout ça, quoi. C'était plus, on est en repas de famille, bah tiens, prends le djembé, prends la guitare et fais-nous un spectacle. Et oui, depuis que je suis toute petite, ils me faisaient des blagues en disant que je serais chanteuse, etc. Les grands-parents. Donc j'ai des extraits de vidéos de moi quand j'étais petite en train de chanter Les Amants de Saint-Jean, par exemple, qui était une chanson que je chantais tout le temps. Mais c'était un peu une manière de donner de la lumière à la petite fille et de lui donner de l'intérêt. Il y a forcément un moment donné où quand on grandit, c'est plus la même chose. Quand ta gamine elle a 16 ans, t'es un peu moins dans le oh là là, tu vas être chanteuse. On est un peu plus sur du concret, quoi. Après, la musique, c'est quelque chose qui a été toujours présent dans notre vie familiale. Mes parents m'ont toujours dit tu feras tout ce que tu veux, mais tant que tu t'y mets à fond. J'ai jamais été brimée dans ce que j'avais envie de faire, quoi. Il y avait toujours une petite méfiance. Mes parents m'ont toujours dit fais ce que tu veux, mais fais attention quand même, et un parachute, quoi. Un plan B, au cas où. Ok, même eux qui étaient plutôt dans l'artistique, ils t'ont pas plus poussé que ça à aller dans ce milieu-là ? Ils étaient pas dans l'artistique parce que eux, leur métier n'est pas du tout artistique, hein, mais c'est juste des gens qui sont profondément touchés par l'art en général, quoi. Mais en fait, non, ils étaient fascinés par les capacités que je pouvais avoir à créer, que ce soit de la musique ou du dessin. Ils savaient que j'étais un petit peu artiste, entre guillemets. J'aime pas ce mot parce que je trouve que ça fait un peu snob. Okay. Mais ils savaient que j'aimais créer, quoi. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de t'es doué là-dedans, essaye d'en faire quelque chose de concret. Mais moi, dans la logique des choses, par exemple, je suis allée vers un diplôme de graphiste que j'ai eu, mais parce que c'était quelque chose de beaucoup plus concret. En fait, même dans la société actuelle, on nous apprend pas qu'on peut avoir accès au métier de chanteur. On nous présente souvent ça un peu comme un fantasme, quelque chose d'inatteignable. Et je comprends que tout le monde le croit. Hein, oui, on met ça dans une autre sphère et en fait, c'est totalement un choix de carrière possible. Oui, même à la télé, la manière dont on présente ça, c'est hyper spectaculaire, hyper tout ce qui est les émissions de télé, la chance d'être choisi pour faire un casting, il y a quelque chose de très sacralisé, quoi. Alors que, en fait, c'est de l'art. Et puis c'est pas parce que t'es pas ultra connu que tu peux pas vivre de la musique. Bien sûr, ouais. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi, parce qu'en fait, la majorité même des chanteurs ou des acteurs et qui en vivent, ils sont pas forcément connus, ils sont pas invités sur tous les plateaux, et pourtant... Non, c'est clair.
Et il y a un truc aussi, quand tu grandis et que tu as la démarche de vouloir devenir chanteur, avec tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui est mis en place, je trouve qu'il y a quelque chose qui flotte aussi, où on te fait croire que toi, tout seul, tu peux pas atteindre ce stade. Que c'est quelqu'un, un producteur, quelqu'un avec beaucoup d'argent, qui va te repérer et qui va faire de toi ce dont tu as toujours rêvé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Lorsque tu as un projet, c'est à toi de le mener de A à Z. Alors après, fonctionnera pas à hauteur de ce que tu espères, mais peut-être qu'à l'époque, dans les maisons de disques, il y a des années, c'était comme ça que ça se faisait. On repérait quelqu'un qui avait l'âme d'une star et on en faisait un artiste. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. En fait, si on veut être artiste, il faut monter son projet de la même manière qu'on monte une entreprise. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, et moi justement c'est pour ça que j'ai envie de recevoir aussi des artistes qui sont très indépendants, tu vois, dans leur manière de créer. Je trouve ça super intéressant d'avoir un peu une casquette d'artiste mais en même temps d'entrepreneur, parce qu'en fait c'est très corrélé. Mais je pense qu'en effet, c'était comme ça, c'était ce système beaucoup plus élitiste quelque part, où il fallait que quelqu'un, une maison de disques, un producteur vienne te chercher, te repère, te choisir pour avoir une carrière, mais sinon tout seul, les moyens n'étaient pas les mêmes. Parce que là, on parle en musique, mais je vois même par rapport au cinéma, aujourd'hui, tu peux faire des films quand même de ton côté. Bah, c'est sûr, on est dans une génération où on a absolument tous les outils entre nos mains. Après, quand on voit ceux qui ont réussi, même très jeunes, c'est la plupart du temps des gens qui ont commencé à créer avec des bouts de ficelle et qui n'ont pas attendu d'avoir du matériel, en fait, pour créer. Il y a une phrase d'un son d'Orelsan qu'on répète souvent avec Laura, qui dit: pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Bah, aujourd'hui, en fait, avec les outils publicitaires, les téléphones qu'on a dans nos mains, les réseaux sociaux, la possibilité de communication, les outils qu'on a pour faire du graphisme, on est né, en fait, avec cette technologie qui nous offre quand même on a une ouverture sur le monde en termes de publicité qui est folle. Dans n'importe quel milieu, que ce soit la musique, la naturopathie, le cinéma ou je sais pas, le béton, où tu veux percer, où tu veux élargir ton networking, en fait, les réseaux sociaux, le téléphone, la possibilité de créer est faite pour ça. Et on l'a vu sur plein de trucs, notamment c'est le Leclerc de je sais plus où qui a réussi à percer parce qu'ils ont fait des vidéos humoristiques sur les réseaux et leur chiffre d'affaires a gonflé de zinzin. Enfin, on parle d'un Leclerc, quoi. Okay. Donc en fait, dans la génération actuelle, alors effectivement, il y a des années, c'était pas du tout ça. Si tu voulais être chanteuse, fallait mieux rentrer dans des codes, dans des cases qui seraient pas du tout ok aujourd'hui. Mais justement, aujourd'hui, on a cette possibilité d'être artiste indépendant, de choisir ce qu'on veut faire et que ça fonctionne et de plaire à un plus large public qui s'étale au-delà de la France, en fait, puisque les téléphones donnent accès au monde entier. Donc Exactement, puis il y a plus ce besoin, comme tu disais, de devoir rentrer dans une case. Est-ce que toi, t'as ressenti ça un petit peu en tant qu'artiste quand tu t'es lancé, de rechercher à correspondre à une certaine attente ou à une certaine image que tu te faisais de la chanteuse ou de la rappeuse ? Oui, de fou, c'est clair. Enfin, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Honnêtement, si je rencontrais la moi d'il y a 10 ans qui se disait bon bah vas-y, je vais monter à Paris un jour pour faire de la musique, mais la vision du métier que j'en ai aujourd'hui est n'a tellement rien à voir avec... Enfin, la vision que j'avais à l'époque était totalement erronée. Déjà, j'étais persuadée que ça allait résoudre tous mes problèmes. Spoiler, non. Non, en fait, j'ai toujours les mêmes, juste je fais un métier que j'aime, évidemment, tu vois, donc c'est un petit peu plus simple de se réveiller le matin. Mais évidemment qu'on essaie de rentrer dans des cases, évidemment qu'on essaie de ressembler à tous ceux qu'on admire. Et puis, en fait, tous les artistes passent par là. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens qui ont compris ce que je voulais faire directement et où j'ai pas eu passer par des phases de il faut que je plaise à, en tout cas très peu. Mais il y a des gens qui sont artistes, qui bossent avec des producteurs ou des managers qui, eux, ont une vision bien précise de ce qui peut marcher et qui, du coup, vont essayer de plaire à tout le monde avant de se plaire à eux-mêmes. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu à passer par là. Mais je pense que même nous, en tant qu'équipe, il y a eu un moment donné où on a eu envie de prendre le chemin de ça marche. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller dans cette direction ? Et on s'est rendu compte que en fait là où ça fonctionnait le mieux c'était quand on restait nous-mêmes et quand on tentait des trucs qu'on n'avait jamais tenté et du coup bah voilà il faut parfois faire quelques erreurs pour l'échec c'est une condition de la réussite de toute manière donc en fait il faut faire quelques erreurs pour trouver le bon créneau, chemin, voilà, ouais. Le bon créneau. Et donc tu disais tout à l'heure que justement on commence tous un petit peu avec des bouts de ficelle, un peu à l'arrache. C'est quoi toi tes débuts dans la musique ? Comment ça se passe ? C'est dans quel environnement ? Il y a eu plusieurs débuts en fait. Le début, je pense que quand j'ai acheté mon premier micro, j'avais 19 ans. Je travaillais en Suisse à l'époque.
Et je faisais même pas encore du rap. Donc vraiment, je pense que j'ai téléchargé illégalement Logic Pro à l'époque. Et je faisais des chansons en peignoir dans mon salon, quoi. Je me souviens d'une vidéo qui avait fait 20 000 vues sur Facebook à l'époque. Je trouvais que c'était de la folie. Donc ça, c'était il y a longtemps. Après, j'ai commencé le rap avec des amis sur Annecy. Donc là, j'étais un petit peu plus vieille. En fait, ouais, au départ, c'était vraiment un passe-temps. Et puis, il y a eu l'admiration des potes qui se sont mis un petit peu autour. Et puis ensuite, j'ai monté ce studio d'enregistrement avec mes potes à Annecy où j'étais qu'avec des mecs et j'étais la seule meuf. Donc au départ, je chantais les refrains, évidemment. Et où en fait, on faisait des petits festivals, des petites scènes. Et on avait l'impression qu'on faisait des trucs de ouf, tu vois. Alors qu'en vrai, c'était vraiment à échelle locale, tu vois. Il y a eu plusieurs débuts et honnêtement, j'ai encore l'impression d'en être au début, tu vois. Donc, Et c'était quoi un petit peu l'ambition, par exemple, quand tu étais avec ce groupe de potes à Annecy à quoi vous pensiez? Vous étiez déjà dans une perspective de évolution de carrière, je veux faire ça de ma vie, ou c'était on est entre potes, on s'amuse et on verra où ça nous mène? Ouais. Eux, ils étaient grave dans le mood on veut percer dans le rap et tout. Moi, j'étais dans un autre délire. Moi, je cherchais plus l'acceptation des gens. Je cherchais plus la validation des gens autour de moi, tu vois. Je pense qu'il y avait un truc très satisfaisant et très pick me pour moi d'être la seule meuf de ce groupe de mecs. Parce que j'étais jeune, parce que je faisais de la musique, parce que j'étais un peu la chanteuse et tout. Et que je cherchais sûrement... Moi, je cherchais de la validation à l'époque, quoi. Mais je pense pas que j'avais vraiment en tête d'en faire mon métier, mais par contre le fait de tourner dans les petits festivals locaux et tout, c'était une petite fierté, quoi. Je pense que ouais, j'avais l'impression de faire quelque chose d'important au sein de mon groupe de potes, en fait. T'avais besoin de prouver beaucoup à cette époque-là? Ouais, mais toujours, enfin, de toute façon. Enfin, faut être honnête avec ces toxic traits, quoi. On devient pas artiste si on n'a pas envie de prouver, quoi. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la mégalomanie. On rêve de remplir des salles et de chanter avec des gens des milliers de personnes qui n'écoutent que nous. Il faut être honnête. Il y a quelque chose, on a beau en parler à notre psy, on en a fait quelque chose de positif, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'attention qui est quand même très très grave, quoi. C'est pas normal de vouloir autant d'attention. Sur tous les corps de métier dans l'artistique, tu penses, ou c'est spécifiquement par exemple les chanteurs ou les personnes qui sont sur scène, les humoristes? Ouais, je pense, honnêtement, tout ce qui touche à la scène, j'ai peut-être tort, hein, mais je pense que tout ce qui touche à la scène est dû à une blessure émotionnelle qu'on n'a pas réglée et qu'on réglera jamais, quoi. Donc on se conforte avec le fait on en a fait un métier, on en a fait quelque chose de zinzin. Attention, hein, la scène, c'est quelque chose d'incroyable. Je l'ai vécu il y a pas longtemps. Enfin, en termes d'émotion, c'est fou ce qu'on arrive à créer et la connexion qu'on peut avoir avec les gens est complètement dingue. Je me suis jamais sentie aussi vivante que sur scène. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être validé par les autres, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à valider chez nous-mêmes, quoi. Et du coup, donc à cette époque, est-ce qu'avec ton groupe, vous écriviez déjà vos textes, ou c'était quoi? Tu interprétais des chansons? Moi, je chantais en anglais parce que j'avais pas le cran d'écrire en français. Bon, j'avais sûrement pas le talent à l'époque non plus. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime pour moi d'écrire en français. Écrire en anglais, c'était plus simple parce que je pouvais glisser mes messages un petit peu plus subtilement. Mes amis, eux, ils faisaient des ateliers d'écriture beaucoup en MJC avec les jeunes. Et moi, j'étais un peu spectatrice de tout ça. C'est un peu avec eux que j'ai commencé à apprendre à écrire en français. On était dans un processus créatif qui était totalement différent de ce que je peux faire aujourd'hui, où on allait chercher les instrumentales beaucoup sur internet, et puis on avait des jeunes beatmakers qui étaient avec nous, mais faut remettre dans le contexte, on avait 19 ans, quoi. Donc ce qu'on faisait à l'époque, il y a des choses qui étaient très sympas, mais on n'était pas dans du professionnel. Alors que nous, on avait l'impression de faire des trucs de zinzin. Ouais, bah évidemment. Mais maintenant, tu regardes ce qu'on faisait, je suis là, waouh. Et de quoi tu voulais parler, du coup, à cette époque? Ouah, c'est... Est-ce que t'avais déjà un petit peu des sujets qu'on peut retrouver maintenant dans ce que tu fais, ou est-ce que c'était totalement... J'avais absolument pas conscience de la société patriarcale et de ce qui m'a révoltée un peu plus tard en grandissant. J'étais très jeune, je prônais surtout la liberté d'expression, j'étais une grande fan de reggae, donc pour moi c'était le respect d'autrui, et je comprenais pas la violence, je comprenais pas un petit peu tout le système français, en fait. Mais bon, un peu tout ce qui révolte un jeune de 19 ans de base. Aujourd'hui, je comprends un petit peu plus comment ça fonctionne, et je me sens un peu ridicule, mais... Et à quel moment tu te dis, en fait, la musique, je vais en faire ma carrière, c'est le moment où je me lance? C'était pas dans ce sens-là que je me le suis dit. C'était pas je me lance, je vais en faire mon métier. C'était plus
j'ai pas envie de regretter de pas l'avoir fait. Donc il y avait un truc de, en fait là, j'ai mon diplôme, j'ai un job, j'ai mes potes, mais j'ai pas de projet concret. Est-ce que je tenterais pas le tout pour le tout, histoire de pas me retrouver à 50 ans et de me dire bah merde, j'aurais peut-être dû le faire quand j'avais la possibilité, quand j'avais l'âge quoi. C'est venu, j'avais 24 ans je crois. Et donc du coup, tu décides de venir sur Paris. Qu'est-ce qui motive ce choix ? J'avais rien d'autre à faire, j'étais avec quelqu'un qui était force de proposition d'aventure à l'époque. Je travaillais avec quelqu'un qui me promettait un petit peu monts et merveilles dans la musique. Je m'étais dit, c'est le moment d'y aller, quoi. Mon ex, il connaissait bien Paris. J'avais la possibilité d'avoir un Airbnb pendant un mois, quoi. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Moi, je suis pas toute seule, j'y vais, quoi. Donc ça s'est fait vraiment en 4 mois, c'était réglé. Je me suis posée sur le canapé avec mon ex et je lui ai dit, écoute, j'y réfléchis, j'aimerais bien essayer de monter sur Paris pour faire de la musique. Lui, il avait rien à faire encore en Haute-Savoie et il m'a dit bah vas-y go quoi. Et j'ai rendu l'appart et on est monté. Et est-ce que tu penses que on peut faire une carrière musicale actuellement totalement en étant hors de Paris, par exemple si t'étais resté à Annecy ? Ça aurait été plus dur, mais oui. Enfin, il y a absolument rien qui est impossible. Maintenant, effectivement, si on veut mettre toutes les chances de son côté, je pense que se rapprocher de Paris c'est le mieux puisque c'est là où on va faire les contacts, les rendez-vous et que parfois ça joue énormément. Maintenant avec l'ouverture vers le monde, avec les téléphones, non, on n'est pas obligé d'être sur Paris. Maintenant c'est un avantage, on peut pas mentir. Et tu parlais du coup de l'importance des téléphones et donc notamment des réseaux sociaux. Donc toi tu t'es lancé sur les réseaux où t'es très suivi maintenant, à plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, donc félicitations déjà pour tout ça. Qu'est-ce qui t'amène en fait sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est déjà une stratégie toi dès le début de te dire je vais partager ma musique sur les réseaux ? Je comprends les avantages que ça ramène pour les artistes. Ou est-ce que tu y es allé et le succès est venu un petit peu malgré toi ? Non, en fait, j'aimais déjà bien poster mes chansons sur Instagram pour mes copains, même quand j'avais 200 abonnés, quoi. C'est-à-dire que mon compte actuel, c'est le même compte que j'avais il y a 10 ans. J'ai créé un compte Instagram dans ma vie, j'ai jamais changé. Et genre vraiment, je me suis pas refait de compte privé ou quoi, c'est vraiment juste le compte que j'avais pour mes potes. J'ai bien trié toutes les photos d'ailleurs. Mais donc j'ai toujours aimé publier un petit peu mes petites chansons sur Insta. Et après, si tu veux, en fait, pendant le confinement, bon, j'ai toujours bien aimé les réseaux sociaux. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée. En ayant fait une formation dans le graphisme, j'avais été assez attirée par la publicité. On avait beaucoup parlé, même en cours, de l'importance de diffusion qu'a les réseaux sociaux. Et donc, c'était un peu pendant le confinement, je me suis mise à TikTok. J'y comprenais rien. Je me souviens, j'envoyais des messages à Laura, je lui disais, mais je sais pas pourquoi je me suis mise sur TikTok. Enfin, c'était infernal, j'avais que des meufs qui dansaient. Enfin, je comprenais rien du tout. Et en fait, je suis devenue complètement accro très rapidement parce que j'avais, si tu veux, ce désir de comprendre. J'avais envie de percer le secret, quoi. J'avais envie de comprendre comment fonctionnait l'application et comment, moi, j'allais réussir à hacker le code pour diffuser ma musique au maximum. Ça a été une étude en fait. Franchement, j'ai étudié l'application en vrai, si on doit prendre les bons mots, parce que j'ai regardé des vidéos, je me suis adressée à des gens qui étaient spécialisés dans les réseaux sociaux pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'algorithme, qu'il fallait être force de proposition, énormément publier, mais en même temps il fallait que je publie quelque chose qui était dans ma musique et pas que je devienne influenceuse, mais que je reste musicienne, puisque c'était le but. Ça a été un équilibre très très dur à trouver. Et donc ça a commencé pendant le confinement, où en fait j'ai commencé à publier 3 vidéos par jour. Ah waouh. Mais c'était des trucs à la con, hein. Donc après il y a eu une période où je me suis mise vraiment dans le... Vraiment je réfléchissais trop, tu vois, j'allais vraiment dans la recherche de créatrice de contenu, quoi. Parfois même un peu trop loin. Et franchement, pendant 5 mois, ça a rien donné. Je publiais tous les jours. Et t'as pas lâché, tu t'es dit quand même, je garde ce cap, je publie jusqu'à ce que ça marche. C'est ça. Et il y a eu une vidéo où j'ai pris 90 000 abonnés en 3 jours, je crois. Et j'étais persuadée que j'avais percé. Pour moi, c'est bon, j'ai percé, tu vois. Je fais 90 000 abonnés, c'est bon, j'ai percé. Pas du tout, ma belle. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'artistes, de musiciens, de compositeurs qui sont sur les réseaux et même les labels, ils poussent un petit peu les artistes à être dessus. Toi qui as bien étudié l'application, comment on se démarque en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux ? C'est super dur. Je pense que c'est hyper important d'être proche de sa communauté et du coup d'essayer de pas être trop sérieux. Tout ce qu'on va partager en story et tout, faut partager des trucs de tous les jours, faut partager des conneries, faut se montrer pas toujours sous son profil le plus parfait, déjà pour soi-même,
Parce que si l'image qu'on se renvoie, c'est toujours une image de soi parfaite, enfin la confiance en soi, c'est un enfer. Et puis en fait, même pour les autres, en fait, accepter de se montrer parfois sur scène hyper bien maquillée avec des super sapes et très jolie, et accepter aussi de se montrer le matin au réveil pour raconter que ton chat il a vomi dans tes chaussons. Tu vois, c'est con en fait, mais les gens se raccrochent à ce genre de choses. Ça fait rire, ça ramène au fait que les artistes qu'on admire sont des gens qui ont une vie totalement normale. Le public a besoin de cette connexion aujourd'hui. C'est ça qui est assez ouf avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir un accès direct aux gens dont tu es fan. Si moi je suis fan de Beyoncé, demain je peux lui envoyer un message. Elle va pas me répondre, mais je peux lui envoyer un message. Et dans une moindre mesure, plein d'autres artistes pourraient te répondre. Oui. Tu vois, des artistes peut-être pas Beyoncé, mais je veux dire, t'as quand même cet accès, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, ça fait un peu Black Mirror, mais avec le compte que j'ai, parce que j'ai beaucoup d'abonnés, je vais passer en priorité sur les messages de certaines personnes. Donc si j'ai envie d'avoir un contact avec quelqu'un, peu importe qui c'est dans le monde, j'ai accès déjà direct à une messagerie dont lui, il a accès, et j'ai la possibilité de me connecter avec lui d'une manière ou d'une autre. Et parce que j'ai un gros chiffre à côté de mon nom, je passe en priorité. Bon, c'est un peu Black Mirror. Maintenant, dans le networking et dans le métier, faut l'utiliser à son avantage, quoi. Et tu parlais un petit peu donc de ce différentiel entre ton image personnelle versus l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que tu as expérimenté, toi, justement, cette différence à un moment où dès le début, tu t'es livré un petit peu comme t'étais et du coup, t'as pas eu ce problème de confiance vis-à-vis de ça? Ah non, c'était affreux. Hein. Ouais. Franchement, je pense honnêtement que ça fait réellement 1 an que je suis à l'aise, allez, peut-être 1 an et demi si on veut être honnête, quoi, que je suis vraiment à l'aise avec mon image quelle qu'elle soit. Après, il y a comme tout le monde, hein, sur des photos, je me dis non, je me trouve ignoble, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais je pense que j'étais vraiment dans un contrôle à un moment donné. Vraiment, il me faut une direction artistique précise, il me faut une image précise. J'avais un peu, tu sais, cette image des stars américaines très léchées, Et au final, en fait, quand tu cherches sur les réseaux sociaux, les Doja Cat, les Cardi B, la moitié du temps, elles sont pas maquillées, avec des lunettes de travers, elles sont en train de faire les cons. Et en fait, c'est ça qui est authentique et c'est ça qui est incroyable. Les divas d'aujourd'hui sont aussi des femmes au foyer, sont aussi des meufs qui traînent le dimanche dans leur lit, quoi. Et ça, c'est trop chouette. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai eu beaucoup de mal avant d'être à l'aise avec mon image. Et il y a eu une période où ça a été très compliqué. Et voilà. Et où après, j'ai décidé de faire en sorte de changer ça parce que ça me rendait malheureuse. C'est pas facile, en fait. Parce que soit on décide de changer pour soi-même, pour être à l'aise avec ce qu'on renvoie, soit on décide que le problème, c'est la société et l'image de nous qu'on nous renvoie. Et je pense que les deux sont coupables, mais qu'on est seul responsable de ce qu'on pense de nous et que j'ai senti une différence même du point de vue de ma communauté à partir du moment où j'ai commencé, moi, à plus m'aimer. Tout était vachement plus bienveillant. Et beaucoup plus rayonnant, en fait. Est-ce que c'est vraiment les gens qui sont devenus bienveillants ou toi qui t'es moins focus peut-être sur le négatif aussi qu'on te renvoyait? Les deux. Parce que t'avais plus d'assurance, ouais. Les deux. C'est de l'énergie, tout est aimanté. Si moi, je suis mal avec mon corps et si je suis mal avec mon physique et que pourtant, mon métier, c'est les réseaux sociaux et donc il va falloir que je montre quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise, mais évidemment, ce que je vais renvoyer, ça va attirer quelque chose de négatif. Donc, il y aura toujours du positif, mais moi, c'est le négatif que je vais attirer, en fait. Donc, à partir du moment où je suis plus à l'aise, déjà, je suis plus naturelle, j'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de faussement bien dans sa peau qui peut passer pour de la vantardise aussi. C'est de la psychologie humaine, sauf que nous, en fait, notre comportement et notre personnalité, elle est accessible à des milliers et des milliers de personnes. Donc, le retour qu'on va avoir, si on est bien avec soi-même, le retour va être forcément plus positif. Mais ça a aussi à voir avec moi, l'effet que je vais avoir sur les gens, quoi. J'ai des jeunes filles de 16 ans qui vont me suivre et qui vont m'idéaliser parce que j'échange beaucoup avec les gens qui me suivent. Et ce que je dis toujours, c'est ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Moi aussi, il y a des matins où je peux pas me blairer. Mais c'est juste que cette image-là, elle est compliquée en fait quand on est créateur parce que nous, en fait, on a accès à un Instagram, des réseaux sociaux où t'as que des gens qui sont parfaits tout le temps et tout. Et même quand on a des Alicia Keys qui se maquillent pas ou des Billie Eilish qui sont complètement déconstruites, en fait, on se rend pas compte de ça. On le voit pas, nous. Tout ce qu'on voit, c'est que
il y a une DA, donc il y a quelque chose de parfait, mais en fait, c'est pas ça. C'est... Non, mais je comprends totalement ce que tu disais. En plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps, justement, avec des créateurs de contenu, et qui me disaient, mais en plus, nous, le problème, c'est qu'on évolue, enfin, du fait du beauty privilege, et que souvent, il y a quand même des gens qui sont beaux physiquement, qui arrivent à percer, notamment sur les réseaux sociaux. Ils me disaient, en fait, mais on se retrouve tout le temps à des événements où les gens sont trop beaux. Et pour ta confiance en toi personnelle, d'être baigné dans cet environnement, c'est compliqué, quoi, d'arriver à se dire... Non, en fait, ça va et je peux m'accepter comme je suis. C'est un long chemin, quoi. Alors qu'en fait, la beauté, c'est un code social, oui, soit, mais finalement, c'est surtout une question d'attitude. Et de confiance. Et de confiance. Enfin, si effectivement, t'arrives à un événement et que t'as l'air de t'excuser, bah évidemment, tu vas plus te fondre dans la masse que cette nana qui avait peut-être pas confiance en elle il y a 3 ans et qui finalement, aujourd'hui, assume sa beauté. Enfin, la beauté, pour moi, c'est quelque chose de hyper subjectif. Il y a énormément de discrimination dans le monde par rapport à certains critères de beauté, et c'est très grave. Mais il y a quand même une question d'attitude, et on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui sortent des codes de beauté, des stéréotypes de beauté, et qui sont des nanas complètement renversantes. C'est une question de confiance en soi, et de réussir à être à un moment donné la meilleure version de toi-même pour être fier de ce que tu délivres. Parce que si t'essayes d'être meilleur que les autres, et pas meilleur que toi, ça peut pas marcher. Ouais, totalement. Et heureusement qu'il y a des personnes justement qui s'assument quand même comme elles sont, quitte à être totalement en dehors des standards de beauté, parce que ça inspire aussi, et c'est comme ça qu'il va y avoir une évolution. Et en fait, plus ça arrive, et plus je suis en mode, bah ouais, mais c'est normal en fait. Et elles ont raison, et la confiance en soi n'a rien à voir avec les stéréotypes que nous donne la société sur la beauté. En fait, si toi t'as décidé que t'étais belle, personne te dira le contraire. C'est tout. Et ce qui est pervers aussi, je trouve, avec les réseaux sociaux, qui est différent quand t'es artiste, par exemple, uniquement sur scène, où bon, souvent c'est des gens qui t'apprécient déjà, qui viennent te voir, donc t'as des retours positifs, ou même dans les médias, où t'es un peu plus à distance des retours des gens. Là, c'est vraiment, tu postes ton contenu, dans tes DM ou dans tes commentaires, tu peux avoir une critique d'un coup, quoi. Hyper frontalement. Comment t'as vécu, toi, tes premières critiques ? Mal. Parce que forcément on se sent attaqué directement. J'ai mis pas mal de temps à comprendre que la critique était très importante en fait. En fait, quand on est artiste, avoir son premier hater, c'est hyper bon signe. Parce que si ce que tu fais c'est pas regarder et ça plaît pas, bah en fait on critique pas. Les gens vont forcément critiquer quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui plaît, quelque chose qui dérange et qui sort des codes. La plupart du temps, mes vidéos qui marchent le mieux, c'est des vidéos qui suscitent un maximum de haine ou qui vont obliger les gens à se remettre en question sur certains sujets. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant et hyper important parce que la remise en question, déjà, c'est un peu la base de l'humanité. En tout cas, dans la société, je trouve. Et en fait, ouais, peu importe dans quoi tu réussis, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour critiquer. Si ce que tu fais, ça marche pas, les gens critiqueront pas, ils sont là, c'est bien, continue, on s'en fout en fait, puisque tu seras pas une menace. Mais si ce que tu fais, ça marche, ça veut dire que ça va forcément déranger quelqu'un. Puisque de toute manière, tu seras à une place où quelqu'un aura envie d'être à un moment donné. Plaire à tout le monde, c'est mauvais signe ? Oui, totalement. Faut se plaire à soi-même, déjà. Vouloir plaire à tout le monde, c'est mauvais signe. Et c'est inatteignable aussi. Et c'est inatteignable, ouais, c'est clair. Est-ce que donc par rapport aux réseaux sociaux, tu disais que toi tu publiais 3 contenus par jour, ce qui est énorme, ce qui est vraiment un taf à plein temps finalement. Est-ce que t'arrives un petit peu maintenant à couper des réseaux sociaux et à t'imposer un peu une hygiène vis-à-vis de ça ? Alors je me suis calmée, hein. Je suis plus du tout à 3 vidéos par jour. Je pourrais pas tenir le rythme de toute façon. On poste actuellement entre 2 et 3 vidéos par semaine, à peu près. Maintenant oui, j'ai plus du tout le même rapport à mon téléphone que j'avais avant. J'essaie de le toucher le moins possible, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas un jour où je suis pas dessus. Je me suis mise sur Snapchat il y a pas longtemps, donc je tente des nouvelles applications que je connaissais pas. Maintenant, ouais, j'ai un rythme. Je fais pas de pause. Si je pars en vacances ou si j'ai une semaine, je vais forcément préparer des vidéos à l'avance. J'ai dit une hygiène, je sais pas, il y a des périodes où je me dis, vas-y, cette semaine, je regarde pas mon téléphone avant d'aller me coucher. Et puis la semaine d'après, jusqu'à 2h du mat, je suis comme ça en train de scroller. Donc franchement, je peux pas te dire que oui, c'est juste qu'effectivement, quand je suis en vacances avec des potes, j'ai tendance à le laisser un peu de côté. Ouais, t'as plus conscience du fait qu'il faut mettre un petit peu à distance de temps en temps, quoi. C'est ça. Ça dure jamais bien longtemps, parce que j'ai quand même toujours peur de manquer un appel ou de manquer une idée que je pourrais trouver, ou tu vois. Même franchement, je me mets toujours à bosser à un moment donné d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais ouais, j'ai quand même plus le même rapport avec mon téléphone qu'avant. Pour moi, ça reste vraiment mon outil de travail. Mais bon, ce serait mentir de dire que c'est pas le prolongement de mon bras, quoi. Ouais.
Parmi les commentaires et les critiques que t'as reçues, est-ce qu'à un moment, t'as vraiment douté de ta carrière et tu t'es remise en question? Oui, ça arrive tous les lundis, ça. C'est vrai? Ouais. Wow. Oui, ça dure pas longtemps. Je suis très fière de ce que je fais. Jamais je vais remettre en question absolument tout ce que j'ai fait parce que c'est même si ça s'arrêtait demain, tu vois, j'en vis depuis un petit moment. L'aventure, elle est incroyable et tout ce qu'on a réussi à construire, c'est incroyable, tu vois. Mais oui, tu peux pas recevoir un message de haine. Il y a des moments où t'es complètement hermétique, où ça passe pas. Et puis il y a des moments où on va dire, attends, mais s'il avait raison, et Ouais. si en fait ce que je faisais c'était de la merde, et si en fait. Enfin, tu vois, évidemment que ça te rentre dans le cerveau. Après, bon, bah forcément, ça. Aujourd'hui, j'arrive à chasser l'information et à me dire, oh là là, je suis en train de bader, j'allais manger ma tartine et prendre ma douche, puis ça ira mieux, tu vois. Mais il y a eu des périodes où, ouais, c'était dur, en fait, où je me mettais même moi tellement des barrières, où je me disais, mais est-ce que j'en suis capable, en fait? Est-ce que je vais pouvoir supporter les critiques toute ma vie, tu vois? En fait, oui. En fin 2023, tu sors ton EP Rage. Contre qui ou contre quoi tu as la rage? J'ai la rage contre une société où tout le monde est nombriliste et où on n'essaie pas de s'entendre et de se comprendre. La rage d'une génération où tout le monde pense qu'il faut avoir un avis tout le temps, où on n'a pas le droit de dire je ne sais pas ou j'ai pas d'avis là-dessus. Et j'aimerais qu'on réussisse tous à entendre que les désirs et les besoins de la personne d'en face ne sont pas les mêmes et qu'on puisse quand même avancer en se respectant. Je sais pas si c'est possible, c'est peut-être utopiste, mais en tout cas dans ma vie à moi, je sais que dans les gens qui m'entourent, j'arrive à avoir le plus de respect possible. Personne n'est parfait. On en viendra toujours à être désolé une fois dans sa vie, mais c'est hyper important d'avoir du respect pour les gens qui nous entourent. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, on n'est pas assez connecté. On n'est pas assez connecté déjà à nous-mêmes et aux gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à ton public avec ta musique? Parce que tu fais des contenus quand même qui sont assez soit politisés, soit justement sur le féminisme, soit un petit peu provocants. Qu'est-ce que tu veux susciter un petit peu? C'est quoi? C'est un réveil un petit peu, une prise de conscience? J'aimerais beaucoup réussir à amener mon public masculin à se poser des questions et vers une déconstruction, en fait. C'est aussi pour ça que je suis une femme et que je fais du rap. Le rap, c'est provocant, le rap, c'est sexiste, le rap, c'est politique, c'est amener à réfléchir. Et en fait, on vit dans un monde quand même où, en tant que femme, on n'est pas en sécurité, où on est quand même assez dans une société où la place de la femme est quand même assez écrasée, même si il y a des voix qui sont de plus en plus entendues. En fait, ce que j'aimerais, c'est réussir à faire réfléchir les gens. Je changerai pas les générations d'aujourd'hui, je peux pas changer ça. Mais j'aimerais avoir la possibilité d'amener les gens à réfléchir pour que par la suite, il y ait une éducation de la génération qui arrive, qui soit beaucoup plus dans le respect, vachement moins dans le sexisme, beaucoup plus dans l'écoute de l'autre, qu'on puisse amener les petits garçons à écouter leur sensibilité et leur apprendre que la virilité, c'est pas pleurer, être dur et surtout taire ses émotions. En fait, je trouve que le problème du sexisme en France aujourd'hui et de la sécurité des femmes et du comportement, des mauvais comportements masculins qu'il peut y avoir, pour moi, c'est parce que il y a un problème d'éducation du côté des petites filles et du côté des petits garçons, qu'on sépare totalement les genres, alors qu'on devrait tous on devrait élever un enfant, une petite fille de la même manière qu'on élève un petit garçon, en fait, pour lui apprendre que, surtout dans les sociétés qu'on a créées, qu'il a les mêmes capacités et qu'il a les mêmes droits. C'est peut-être utopique, hein, mais en tout cas, j'aimerais amener les gens à réfléchir. S'il y a des gens qui ont mon âge ou à peu près, ou des jeunes qui écoutent ma musique et qui sont amenés à avoir des enfants plus tard, peut-être que ça peut faire réfléchir justement pour aller vers une éducation qui sera plus dans la bienveillance et moins dans le tu es une femme, tu dois être comme ça, ou tu es un homme, tu dois être comme ça, tu vois. Mais je trouve que ce qui est difficile, notamment sur les réseaux sociaux quand on parle de féminisme, c'est que en fait c'est beaucoup des femmes qui sont réceptives à ça et qui écoutent. Et du coup je me demandais, toi ton public, est-ce que tu arrives à savoir un petit peu la proportion d'hommes ou de femmes qui t'écoutent par exemple? Ouais, franchement, j'ai pas mal de public masculin quand même. J'ai regardé la dernière fois sur Insta, j'ai 40% de mecs et 60% de nanas. Donc on est quand même sur plus de nanas, mais c'est normal, on se sent plus concerné par le sujet. Maintenant, il y a de plus en plus de mecs qui se sentent concernés par le sujet parce que le féminisme, c'est pas un combat qui concerne que les femmes.
Et c'est pas un combat de gauche, comme certains peuvent le penser, en fait. C'est comme l'écologie, ça concerne absolument tout le monde. Et en fait, même, j'en parlais avec mon pote Petit Homme hier soir, qui me disait, c'est fou, parce que parfois, dans le féminisme, il y a des choses qui me mettent en colère en tant qu'homme, mais quand j'écoute tes paroles, je me sens concernée et j'ai envie d'aller y réfléchir. Et c'est ça que je trouve chouette, en fait, c'est qu'il faut justement peut-être réussir à faire comprendre que le féminisme peut être un avantage aussi pour les hommes. Et franchement, j'ai pas mal de mecs dans mon public. Hein. On a fait la maroquinerie il y a 2 semaines. Il y a même une nana qui est venue avec son mec qui m'a dit c'est mon mec qui m'a fait découvrir ta musique. Ah, j'adore. Ouais. Donc en fait, oui, les femmes se sentent plus concernées, c'est normal. Il y a de plus en plus de mecs qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Bon, qu'ils soient écoutés ou qu'ils soient pas écoutés. Je sais pas, à partir du moment où quelqu'un prend la parole pour dire quelque chose qui peut amener les mentalités à évoluer, que ce soit un homme ou une femme, moi je trouve que c'est intéressant, donc let's go quoi. Et du coup, toi, ta place de rappeuse, c'est quand même... c'est un peu particulier parce que je trouve que de fait, être une femme et être dans le rap, c'est une prise de position. C'est pas anodin. Ouais. Et je voulais savoir justement, est-ce que tu t'es dit je vais faire du rap parce que j'aime ce genre musical, ou c'était déjà pour porter des propos féministes que t'as choisi cette voie-là? Non, au début pas du tout. Je voulais juste faire du rap parce que j'aime le rythme. Parce que le rap, c'est une manière de chanter que tu peux chanter sur n'importe quelle musique. Tu peux faire du rap sur du classique, tu peux faire du rap sur du reggae, tu peux faire du rap sur de la techno, tu peux rapper sur n'importe quoi. Et donc en fait, en soi, moi qui adore tous les types de musique, je serais toujours une rappeuse, mais si demain je veux faire du rock, je peux faire du rock. Je serais quand même une rappeuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est le large spectre que ça me propose en termes musicaux. Et aussi la possibilité d'écriture. Dans le rap, l'écriture est 1000 fois plus importante, je trouve, que dans n'importe quel autre style de musique. Ou en tout cas, tu peux pas... Enfin, tu peux. Mais les paroles, je trouve, vont avoir une importance beaucoup plus deep dans le rap, où on peut avoir un son sans mélodie, juste avec une bonne instrumentale qui va dire des choses très importantes. Maintenant, le rap a toujours été politique, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Il y a beaucoup, voilà, on voit même dans le rap, ça c'est devenu un peu la variété française, quoi. Quand on voit la musique, je sais pas, je prends SDM, Niska, voilà, on est sur des sons qui marchent et qui sont très cool, mais qui sont pas du tout politiques. Maintenant, j'ai eu à un moment donné, moi, besoin de parler de choses qui me touchaient. Oui, je parle de féminisme parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et ça fait partie de mes valeurs, mais le rap avant tout c'est quand même moi un peu le psychologue que je paye pas, quoi, tu vois. Il y a quand même un truc de l'ordre de la catharsis, quoi, où on va poser ses émotions sur une chanson, essayer de recréer une émotion par la musique, tu vois. Et parce que oui, en soi, oui, j'ai des sons qui sont très politiques et j'ai des sons qui le sont pas du tout, tu vois. Donc Et est-ce que t'es plus inspirée justement pour faire du rap quand t'es dans un état révolté ou pas forcément? il y a eu des états de révolte qui ont fait des très belles chansons. Maintenant, c'est pas parce que j'ai une émotion sur le moment que je vais réussir à en faire quelque chose de concret. Je suis très dans la veille, je lis beaucoup, je prends beaucoup de notes, j'ai beaucoup de codes couleurs, de marque-pages, je note énormément de citations, de choses qui me plaisent, pour ensuite, si j'ai un sujet que je veux aborder, être capable d'aller rechercher dans les archives des livres ou des magazines que j'ai lus, une tournure de phrase pour essayer de la remanier à ma sauce, ou c'est pas quelque chose d'inné où bim je vais avoir une émotion et je vais poser un texte, quoi. J'aurais pu le faire il y a quelques années, mais maintenant je suis plus vraiment dans je vais plus faire mon petit puzzle jusqu'à avoir quelque chose de satisfaisant. Oui, c'est un vrai travail de recherche en fait. C'est comme quand tu fais, je sais pas, un reportage ou un documentaire sur un sujet, tu vas piocher dans toutes tes références à droite à gauche. Et ouais, c'est ça, en fait, tu faut que tu construises un résultat qui soit logique, avec un début, une fin, avec une histoire, quelque chose une émotion, tu vois. Donc ouais, franchement, il y a la manière dont c'est monté. En fait, la musique, c'est un montage, hein, tu vois. Donc oui, tout est réfléchi. Il faut réussir à capter la personne. Donc après, c'est de l'art. Il n'y a pas de règle. Tu fais ça comme tu veux. Il faut que ça te touche. Mais il y a une construction. De la même manière que tu fais une peinture, tu vois. T'as trouvé un peu, toi, ta recette, justement, dans cette construction? Non, c'est jamais la même. Mais c'est ça qui est génial. Il y a des manières de fonctionner récurrentes. C'est jamais la même manière. Et puis, il y a eu des fois où j'ai commencé toute seule. Il y a eu des fois où Victor, mon beatmaker, il a fait la prod par-dessus ma voix sur un truc que j'avais déjà fait. Il y a eu des sons qui avaient d'abord été écrits sur une prod toute pétée, puis on a fini par les faire au piano-voix.
Il y a eu 1000 manières de faire. Et il y a eu des fois où j'arrive chez mon beatmaker et je lui dis j'ai une mélodie en tête et on arrive à en faire un truc stylé, tu vois. Ou même parfois où il va m'envoyer une musique et je lui dis attends, mais j'avais écrit un truc il y a 6 mois qui passerait trop bien là-dessus et finalement on finit par monter quelque chose. Donc ouais, non, il y a 1000 manières de fonctionner. Tu travailles donc avec un seul beatmaker, c'est ça, qui te suit un peu sur tes projets? Je bosse avec Victor Lowe depuis 5 ans sur quasiment tout ce qu'on fait. Après, ça peut m'arriver d'aller voir des amis musiciens à droite à gauche quand j'ai besoin d'une autre source d'inspiration. Et en vrai, on est hyper ouvert, on peut bosser un peu avec d'autres gens différents, c'est juste que ça marche très bien, donc voilà. Et après, sinon, on a Laura aussi qui va donner son avis en termes d'écoute sur le produit final, ou juste on est 3 vraiment dans la team sur le phono, en tout cas à donner notre avis sur la construction d'un projet, quoi. On a parlé un petit peu du rap, et notamment du fait que le rap, on le sait, c'est quand même sexiste comme milieu. Comment est-ce qu'on fait sa place dans le rap en tant que femme? Je sais pas si je l'ai déjà faite. Je trouve qu'en France, on est très en retard par rapport à ça. On voit énormément de rappeuses dans tous les autres pays, que ce soit en Allemagne, en Corée ou aux États-Unis. En France, on est quand même un peu en retard. T'es attentif, toi, à ce qui se passe justement dans les pays voisins ou... Ah, de fou. Ouais. Moi, j'écoute énormément de rap étranger. Tant pis si je comprends pas les paroles. Mais je trouve justement que les femmes dans le rap à l'étranger sont beaucoup plus démocratisées, en fait, et que c'est beaucoup plus ok. Je pense qu'en France, on a un blocage avec l'image de la femme. Je sais pas encore trop. Mais tu croiseras n'importe quel jeune, il va te dire moi les femmes qui rappent en France, j'aime pas. Mais c'est bizarre, parce que t'écoutes Cardi B, t'écoutes Doja Cat, t'écoutes peut-être Loredana, t'écoutes Rosé, en fait, qu'est-ce qui bloque? On sait pas trop. En vrai, en tant que femme dans le rap où c'est un milieu sexiste en 2025, je pense que c'est pas un problème de prendre sa place, en tout cas au milieu des rappeurs, puisqu'il y a plein d'artistes et surtout des anciens qui sont hyper friands, qui est une meuf qui a des choses à défendre et qui arrive sur le devant de la scène. Maintenant, est-ce que le public est prêt à recevoir ça? J'en sais rien. En tout cas, il y a une place à prendre en France, ça c'est sûr, puisque les rappeuses se comptent sur les doigts de la main. Enfin, vous avez Diams qui n'exerce plus, Kenny Arcana qui a pas sorti quelque chose depuis très longtemps. On a Shai, on a le Juice, on a Doria. Ouais. On a Meryl aussi, je sais pas si tu l'as à classe en... Ouais, Meryl, elle est plus dancehall que... Ouais, elle est plus dancehall que rap, mais oui, j'adore Meryl aussi. Mais en fait, c'est très... c'est quand même très restreint, quoi. Il y a quand même une place à prendre, et c'est hyper intéressant pour des projets artistiques comme le nôtre, en fait, où on a quelque chose à défendre qui n'existe pas encore sur la scène française. J'ai pas envie de me positionner, de me marginaliser parce que je suis une femme dans le rap, parce que dans le monde entier, il y en a plein. Je prends ça plutôt comme quelque chose de positif, justement. Je pense qu'il y a une place à prendre et que du coup, ça me laisse toute la place de pouvoir faire ma musique et de pouvoir essayer de séduire les gens avec ce que j'ai à proposer, tu vois. Et puis d'inspirer et d'inciter aussi peut-être les prochaines générations à faire pareil et à se lancer dans le rap. Carrément, de fou. La musique, c'est merveilleux, quoi, donc... Qu'est-ce que tu aimes, toi, justement, dans le rap? Le rap, c'est tellement large. J'aime que le rap, qui était une musique très marginale à une époque, soit devenu clairement la variété française. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est aussi une musique qui rassemble les différentes ethnies. Le rap, ça s'adresse à tout le monde, même si y a une origine de base. Aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. Et en fait, c'est cette capacité de pouvoir dire des choses importantes tout en utilisant le rythme et en maniant le rythme pour en faire quelque chose d'entraînant, quoi. Et il y a énormément d'artistes, je pense notamment à Stromae, qui est un gars qui vient du rap à la base, et on sent en fait dans sa manière de construire ses morceaux, dans sa musicalité, dans les rythmes qu'il utilise, dans la manière dont il rythme ses phrases. Il y a un travail qui est tellement important, qui je trouve parfois manque dans la pop. Et moi qui suis une grande fan de rythme, notamment dans la techno, dans le rock, etc., je trouve qu'avoir la possibilité de pouvoir faire du rythme avec sa voix, avec son flow, en fait, c'est encore une plus-value à la musique. Mais il y a tellement de rap différents. J'aime autant écouter Wu-Tang Clan que d'écouter des textes de Youssoupha hyper deep avec une instru minimaliste. En fait, le rap, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Mais...
je trouve. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même hyper complet comme genre musical et qu'en effet, il y a le rythme, il y a les sonorités. Et moi, j'aime énormément les textes aussi. Et il y a les textes, mais il y a aussi, ouais, je sais pas, c'est un phrasé, une diction qui fait que deux mots qui se ressemblent même pas, ils marchent super bien ensemble. Enfin, je trouve ça assez impressionnant. Et justement, versus des textes, des fois, de variété française où c'est compliqué, quoi. T'écoutes pour la première fois un morceau, tu sais avec quel mot il va faire rimer quel mot. C'est bon, tu vois, genre... Ouais, et pourtant, il y a des textes de variété qui sont hyper travaillés, quoi. Je pense qu'il y a de tout, hein. Comme dans le rap, il y a des choses qui vont forcément être en dessous. Et parfois, un artiste dont tu n'avais jamais entendu parler va sortir un texte qui va t'atomiser le cerveau, quoi. Mais c'est ça que je trouve beau dans le rap, c'est qu'il n'y a pas juste le texte, en fait. Il y a vraiment tout ce qui va être travaillé autour. Et j'ai un souvenir de Sadek qui avait fait Petit Prince chez Fanzine à la guitare électrique en mode métal. Et moi, j'ai toujours adoré ce son. Il l'avait fait en mode guitare électrique et j'étais mais ouais, mais c'est zinzin en fait. Mais il faut qu'il sorte un album de métal. Parce qu'en fait, c'est ça qui est incroyable avec le rap, c'est que tu peux rapper, mais faire n'importe quel style. Tu veux rapper sur de la bossa nova, tu peux faire de la bossa nova et du rap, tu vois. C'est en fait les possibilités musicales quand tu as choisi de faire du rap sont tellement larges que tu peux laisser libre expression à ta créativité. C'est pour ça, oui, aussi que plus rien ne ressemble vraiment à ce qu'on appelle le rap. C'est que c'est tellement large que... C'est ça, ça veut tout et rien dire. Si moi, demain, je veux faire du rap, je pense que je me poserais 2 questions. C'est est-ce que je reprends un petit peu les codes, notamment de ce que font les rappeurs, et je m'adapte en mettant un petit peu ma patte, ou est-ce que, dès le début, je me dis, je délaisse ces codes-là et je crée mon nouveau langage? Est-ce que c'est une question que toi, tu t'es posée quand tu t'es lancée dans le rap? Oui, je pense que je me la suis posée, mais pas de manière consciente. Je pense que comme tous les artistes, j'ai essayé de faire ce qui existait déjà. Je pense que j'étais pas prête, moi, à avoir une image très précise de la direction artistique que je voulais, si tu veux. Donc je me construisais face à ce que j'aimais, à ce qui ressemblait à ce que moi, à quoi j'avais envie de ressembler, pardon. Est-ce que, en tant qu'artiste aujourd'hui, t'as peur de t'enfermer, que ce soit dans un genre ou dans un sujet, ou qu'on te mette un petit peu une étiquette dessus? Non, pas aujourd'hui. Et ça l'a été à un moment donné, je pense. Mais là, j'avoue que je suis franchement à l'aise avec ce que je défends. Et je trouve que c'est pas moi qui m'enferme dans une case, en fait. C'est les gens. Ceux qui vont penser que je ne parle que de féminisme sont des gens qui ne sont pas intéressés à ce que je faisais, par exemple. Et ceux qui s'intéressent à ma musique savent que la plupart du temps, je parle surtout de ma santé mentale plus qu'autre chose. Donc non, j'ai pas peur d'être dans une case. Je pense que même si j'ai pas encore atteint les sommets que je voulais atteindre, j'ai quand même réussi à créer quelque chose d'assez large en termes de diversité pour justement ne pas être enfermé dans une case. Comment est-ce que tu t'entoures dans le milieu artistique? Comment tu choisis un petit peu les personnes avec qui tu as envie de collaborer? Ça s'est fait assez naturellement en fait. Quand je suis arrivée sur Paris, j'ai rencontré Victor et Laura qui étaient juste des potes qui avaient des notions, ils savaient comment ça fonctionnait le monde de la musique, quoi. Puis moi j'étais un petit peu rookie et je bossais avec des gens qui étaient pas forcément bienveillants. Et en fait juste on a commencé à faire du son ensemble dans un premier temps pour se divertir, quoi. Et en fait, Laura m'a aidé à sortir d'une situation assez désagréable, d'un contrat assez désagréable avec une nana qui m'avait volé de l'argent, pour la faire courte. Et en fait, petit à petit, on s'est mis à commencer à faire des projets et tout. Et puis bon, au bout d'un moment, on a fait un contrat, quoi. Donc c'est juste qu'on a eu de la chance parce qu'on s'est trouvé à un moment donné où ça matchait pour nous trois et où ça a continué de matcher, où dans le travail, on a quand même réussi à construire quelque chose dont on est tous les trois très fiers. Mais depuis pas longtemps, on commence à s'ouvrir vraiment et à bosser avec d'autres gens autour de nous. Je pense qu'il y a eu une période où on est restés un peu tous les trois dans notre confort parce qu'on s'était trouvés et qu'on était contents de s'être trouvés. Et là, de plus en plus, on s'ouvre à bosser avec d'autres gens et tous les gens avec qui on bosse, en fait, c'est des gens avec qui on a une affinité en termes d'amitié. Alors oui, bien sûr qu'on aime ce qu'ils font artistiquement parlant, mais s'il n'y a pas de contact humain, ça fonctionne pas. Oui, tu ne devrais pas faire un feat avec un artiste que tu connais pas du tout, que tu n'as jamais rencontré. Ce serait compliqué. Ouais. Après, si c'est un artiste dont j'admire le travail mais que je ne connais pas, si je peux accepter, bien sûr, faudrait être bête, tu vois.
C'est pas l'objectif, quoi. J'aime bien avoir un contact quand même. Il y a pas très longtemps, tu vois, je me suis connectée avec un artiste qui s'appelle Sodad, que je trouve incroyable. Et j'avais besoin vraiment de voir si je pouvais travailler avec lui, si je pouvais faire un son avec lui. Et il s'avère que humainement, ça se passe super bien. C'est quelqu'un, j'ai toujours plaisir à aller bosser avec lui et avec son équipe. J'ai toujours plaisir à aller voir. Je me marre de fou. Et en fait, c'est hyper important d'être dans un processus créatif qui est aussi autour du kiff, quoi. Sinon, tu subis et ça va pas. Tu es passé récemment sur de nouveaux projets, et notamment des réseaux sociaux, à vraiment être sur scène régulièrement. Non seulement sous ton nom d'artiste, mais aussi sous le nom d'une certaine Madeleine Béjart. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette personne ? Madeleine Béjart. C'est marrant, j'y retourne bientôt là. Oui, je suis donc dans la comédie musicale de Molière depuis... ça fait 1 an qu'on tourne, mais ça fait 2 ans que je suis dessus. Madeleine, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup, en fait. C'est marrant, hein, dans ce côté un peu... Il y a un côté très égocentrique, très ce besoin d'être vue. Et pourtant, c'est une nana qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui rêve de voir les autres briller aussi, et qui est très avant-gardiste, très féministe, qui, à l'époque, a pris la décision d'être une femme comédienne et d'être sur le devant de la scène, alors que c'était extrêmement mal vu. Faut rappeler aussi que les rôles des femmes étaient joués par des hommes pendant des années et des années. Et donc Madeleine Béjart, c'est la première maîtresse, on va dire, de Molière, de Jean-Baptiste Poquelin. Et elle, à l'époque où Jean-Baptiste Poquelin n'était que le fils du tapissier du roi, elle était déjà une comédienne reconnue. Et en fait, c'est elle qui va l'inspirer et qui va la pousser à devenir Molière. Et c'est un personnage qui est très intéressant. Ça fait 1 an que je l'interprète sur scène, que la connexion que j'ai dans la troupe avec mes camarades est complètement folle. Quand on m'a proposé le rôle de ce personnage, je pensais pas que ça aurait... Je pense que le nom Madeleine Béjart, je me l'approprierais toute ma vie. C'est complètement mégalomane, mais ouais, ça fait vraiment 1 an que tous les jours quasiment j'interprète son rôle sur scène et que je partage la scène avec mes potes, quoi, avec mes amis. Et j'ai tellement fait de progrès depuis que je travaille sur cette comédie musicale, parce que je suis allée dans des recoins de ma carrière où je serais jamais allée si je ne l'avais pas fait, notamment à m'intéresser à la pop, m'intéresser à tout ce qui se passe dans les coulisses de TF1 et M6, de faire des télés, des plateaux, tout ça. C'est des choses que je sais que moi, j'aurais jamais fait si j'avais pas fait ce projet-là. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de travailler avec des artistes qui sont totalement différents, avec des gens qui sont autant chanteurs que musiciens, d'autres qui arrivent pas forcément à aller sur les réseaux pour leur timidité, d'autres qui arrivent à chanter, à danser en même temps. Enfin, c'est hyper intéressant d'aller s'intéresser en fait à tous les talents qu'on a autour de nous et de se nourrir de ça en fait pour réussir justement à aller plus loin soi-même dans sa démarche artistique. Oui, vous pouvez vous inspirer un petit peu tous, même à comparer la manière dont vous travaillez, les envies de chacun. Ouais, mais c'est surtout motivant en fait, c'est-à-dire que les capacités de chanter que va avoir Ma ou mon collègue, que moi je vais pas forcément avoir, ça m'a permis aussi moi de m'intéresser à ce que c'était que la voix et ce que c'était que le masque et pourquoi il fallait le travailler, pourquoi il fallait travailler le souffle, pourquoi il faut que je muscle mon diaphragme, pourquoi il faut que je fasse du sport parce que faire des 6 shows par semaine, c'est épuisant. C'est merveilleux de faire un spectacle comme ça, mais c'est éreintant. C'est très exigeant, ouais. Oui. C'est très drôle d'ailleurs parce que quand on arrivait en tournée, on arrivait le vendredi matin, on se disait ouais, dimanche soir on va boire des coups. Dimanche soir on va pas boire des coups. Dimanche soir on ressemble tous à des raisins secs, on est dans notre chambre d'hôtel comme ça et plus personne se parle. Enfin, mais c'est très sportif, c'est très formateur et vraiment ça m'a appris une discipline que j'espère je pourrais appliquer dans tous mes projets toute ma vie. Comment est-ce qu'elle commence cette aventure de Molière ? On vient te chercher, on te repère, on te propose des castings, comment ça se passe ? Dans un premier temps, je crois que c'est Charles qui m'a écrit, qui est l'assistant de Bruno Berberès. Il m'a proposé directement par message le rôle de Madeleine Béjart, il m'a dit on est intéressé, ils aimeraient te voir le casting et tout. Et moi j'ai dit non. Ça m'intéresse pas. Ah ouais. J'ai dit non. Dans un premier temps, j'ai dit non. On a dit non 6 fois, je crois. Ils ont insisté quand même. Hein. Ah oui, ils ont insisté. Et à l'époque, je bossais au disquaire à Bastille. Je faisais des extras en bar encore. Et un soir, je croise Charles à mon bar. Comme par hasard. Qui m'a lavé le cerveau.
et qui m'a dit mais Dovatia il veut absolument te voir. Donc là on est passé de tu passes un casting à Dovatia veut te voir, tu vois, donc c'est déjà pas le même truc. Il veut absolument te voir, il est persuadé que tu peux le faire, le rôle de Madeleine, nanana et tout. Donc je rentre, je discute avec mes équipes et on se dit bon vas-y on va à ce rendez-vous chez Play2, autant ça mène à rien mais on va voir. Bon. Et donc Dovatia était là et donc il me parle du rôle de Madeleine, il me dit je veux qu'on se revoie. Donc on s'est revus et je crois que en tout et pour tout, je crois qu'on a refusé 7 fois le rôle et que en fait à force des rendez-vous chez Dove, à force de me faire venir chez lui, de me faire écouter les chansons, de me parler du projet, ils ont réussi, je pense à me séduire en fait, même si au début franchement les extraits que me faisait quand le show il est pas encore monté et que Dove, aussi adorable soit-il, me chante l'ouverture de la pièce de Molière, quoi. On est vraiment pas sûr, on a beaucoup de mal à se projeter. mais franchement, le taf qu'il a fait est magistral et je regrette absolument pas de m'être lancée dans cette aventure. Voilà comment ça a commencé. Et tu disais non au début justement parce que est-ce que c'était de la censure ou est-ce que c'était vraiment, tu te dis, le projet, ça m'intéresse pas, ça va se planter, quoi? Non, alors je me suis dit pas que ça va se planter. Pour moi, ça allait marcher. Hein. Okay. On parle quand même de... Enfin, franchement, Dove, y a pas grand-chose qui l'a planté. C'est clair. Soyons honnêtes. Non, je savais que ça allait marcher. Maintenant, à aucun moment, je me suis dit, ce projet va faire de moi une star. Je savais que ça allait potentiellement m'apporter quelque chose en termes d'artistique. Mais en fait, je sais pas, moi, ce Dove, j'avais à l'époque très peu de connaissances de son travail. Je faisais pas partie de sa cible, je faisais pas partie du public de la comédie musicale. Moi, j'étais rappeuse, je m'étais un peu... je suis sur les réseaux, qu'est-ce que je vais aller foutre là-dedans, quoi. En plus, premier rôle féminin, puis je sais pas danser, j'ai jamais pris de cours de chant, enfin... En fait, tout ça, quoi, est-ce que vraiment j'ai ma place là-dedans ? Même quand on vient te chercher 6 fois, tu te dis, je suis pas sûre d'avoir ma place, je suis pas sûre d'être légitime de faire ça. Alors oui, mais... ça reste des grosses machines. Donc j'avais totalement conscience que le fait qu'on insiste pour m'avoir ne voulait pas dire que c'était moi qui allais être prise. Oui, d'accord. Ils ont insisté pour m'avoir, mais pour moi, c'était un peu de... Je savais qu'il y en avait d'autres qui avaient des castings derrière et que si il y en avait une qui allait être plus forte que moi, ça allait passer, quoi. Maintenant, l'avantage que j'avais, c'est que je suis rappeuse et que dans la pièce, il y a du rap. Donc c'est ça qui était important pour Dove, c'était d'avoir une Madeleine Béjart féministe et qui sait rapper. Donc après, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués pour moi parce que j'ai dû apprendre à chanter. Les premières scènes, pour moi, ont été très dures parce que je savais pas placer ma voix. Il y a eu des shows que j'ai faits qui étaient faux en termes de notes. Mais voilà, il faut, comme je te disais tout à l'heure, l'échec, c'est une condition de la réussite. Donc, faut se relever, continuer et travailler. Et aujourd'hui, je suis très fière des shows que je fais parce que quand je les re-regarde, je vois à quel point ils sont carrés par rapport à ce que je faisais au début, tu vois. Et comment ça se passe justement à ce moment-là quand tu dois apprendre un petit peu à danser, à bouger, à sortir vraiment ta voix? C'est quelque chose que tu fais de ton côté ou est-ce qu'au sein de la troupe, on te donne un coaching sur tous ces sujets-là? Bah, on a des cours de danse et des cours de chant, mais moi, mes copains m'ont beaucoup aidée parce que c'était extrêmement frustrant. Au début, vraiment, j'étais pleine de frustration parce que j'y arrivais pas, je me sentais pas à la hauteur. J'étais que avec des gens hyper solaires qui savaient danser, qui savaient chanter et vraiment, j'étais au milieu de tout ça et je me sentais en dessous. Et pourtant, ça m'énervait parce que j'avais un truc au fond de moi où je me disais, mais j'en suis capable, c'est pas possible que j'en sois pas capable, quoi. De toute façon, je suis là, donc c'est hors de question que j'ai l'air d'être en dessous, quoi. Donc peut-être qu'il faudra que je bosse 2 fois plus, mais il faut que je mérite ma place. C'était ça, en fait. Il faut que je mérite ma place. Mais franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. La danse, ça a été laborieux. J'ai beaucoup travaillé. Mais les gens avec qui on a travaillé parfois, qui avaient l'habitude de travailler avec des gens qui étaient danseurs professionnels, n'avaient pas forcément la patience adéquate pour travailler avec des gens qui étaient débutants. Heureusement, l'assistant chorégraphe Geoffrey Goutorbe a pris énormément de temps, m'a envoyé des vidéos, a été d'une patience vraiment folle avec moi et m'a donné beaucoup d'amour et j'en suis très reconnaissante pour ça. Et voilà, je pense qu'en fait c'est ça, c'est on s'accroche malgré tout aux gens qui croient en nous, autour de nous. Et c'est ça qui, moi, m'a donné la force d'avoir la discipline pour aller plus loin. Au début, Molière, pour moi, moralement, j'aurais pu m'ancrer dans un truc où j'étais pas du tout fière de moi. Mais j'ai eu une période où j'ai pensé que c'était les autres le problème. Et puis, il y a un moment donné où je me suis dit, là, j'ai pas le choix, il faut que je change et que je travaille. Parce que sinon, ça va pas le faire.
Mais j'ai cru que je pouvais me reposer sur mes acquis à un moment donné, mais non. Non, moi, faut passer le step d'au-dessus. Mais c'est ça aussi, avoir la possibilité de se rendre compte qu'on a tort et qu'il faut qu'on évolue, c'est dur, mais le processus, il faut le laisser venir parfois. Et puis tu dois être hyper fière maintenant de tout le chemin que t'as parcouru quoi, avec, dans cette aventure. Je suis hyper fière et j'ai un truc encore plus fou, c'est que j'ai tous mes copains qui sont hyper fiers autour de moi. Et il y a un des compliments qu'on m'a le plus fait cette année, c'est que j'étais une bosseuse. Et c'est le truc qui est le plus revenu, c'est t'es une des personnes qui bosse le plus que je connaisse. Et on peut pas me faire meilleur compliment en fait. Et c'est ce qui t'amènera le plus loin aussi finalement. Bah j'espère. Du coup, c'est un travail quand même radicalement différent de passer de ta carrière solo à rejoindre un collectif comme ça. Comment est-ce que t'as vécu cette aventure justement, cet esprit de troupe, et qu'est-ce que t'as découvert avec le fait de travailler avec plusieurs personnes? L'humilité. Déjà, en fait, c'est assez particulier parce qu'on arrive dans un monde où on nous fait croire qu'on est tous en compétition les uns avec les autres. Franchement, c'est réel. On arrive dans un monde où on nous fait croire que il faut écraser l'autre pour briller. Mais tu veux dire au sein de, par exemple, ce spectacle ou dans la musique de manière générale? Dans la musique de manière générale. D'accord, ouais. En fait, je sais pas, ça a mis du temps, mais on a tous eu une connexion les uns avec les autres qui était tellement folle. Et même Dovatia nous l'a dit, c'est la première fois que je fais une comédie musicale où il y a aucune compétition entre vous, c'est fou. Et en fait, j'ai eu, moi aussi, au départ, j'étais très réservée et j'avais du mal à accorder ma confiance aux gens. Et j'ai eu de la chance, en fait, de tomber sur des gens qui étaient beaucoup plus solaires que moi à ce moment-là, qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de me voir briller. Et je trouve ça fou, en fait, parce que moi, j'étais complètement fermée et pas du tout réceptive à leur positivité, quoi. Et j'avais quand même des gens à côté de moi qui me disaient mais t'inquiète, vas-y, t'es douée, tu vois. Alors que j'étais hyper fermée. Honnêtement, en termes de maturité, j'ai beaucoup appris par des gens qui parfois ont 10 ans de moins que moi, tu vois. J'ai pris une leçon de vie qui voilà, m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses. Et moi qui pensais que j'étais quelqu'un de totalement associable, je suis devenue plutôt sociable. J'ai commencé à m'ouvrir aux gens et à être vachement plus à l'aise avec moi-même, en fait. Honnêtement, le contact qu'on a les uns avec les autres, parce qu'on est ensemble 24 heures sur 24, parce qu'on vit ensemble, qu'on partage des choses ensemble et tout, je pense que c'est quelque chose qu'on revivra pas de sitôt dans notre vie, dans notre boulot, tu vois. Je pense qu'on a connecté humainement, il y a une connexion, il y a une amitié qu'on revivra pas. Et j'espère qu'on gardera ça le plus longtemps possible, mais je pensais pas à mon âge revivre des trucs aussi forts, des amitiés aussi fortes que quand j'avais 15 ans, tu vois ce que je veux dire? Oui, le fait d'être toujours ensemble, en fait, ça te soude forcément. Ouais, de fou. Puis il y a, je sais pas, il y a une notion de colonie de vacances pour adultes, en fait. On a tous des âges différents et pourtant on vit tous la même aventure. On a tous des personnalités différentes, on a tous énormément à échanger. Et ouais, ça tue, c'est trop bien, tu vois. On se connaît tous par cœur et du coup, c'est ça qui fait qu'on peut être nous-mêmes les uns avec les autres. Et quand t'es H24 avec quelqu'un, bah tu connais autant ses défauts que ses qualités. Et je pense que les vraies amitiés, c'est d'être capable d'aimer quelqu'un parce qu'il a ses défauts, en fait, tu vois. Les qualités, c'est facile. C'est facile d'aimer quelqu'un pour ses qualités. Tu sais qu'elles sont là, tu sais que c'est des qualités, mais aimer quelqu'un aussi pour ses défauts, ça, c'est fort, tu vois. Et je pense que la vraie amitié, elle est là. Et quand tu te retrouves dans ce genre de situation où t'es obligé d'être face aux défauts de la personne et de l'aimer quand même, bah là, c'est de la vraie amitié, tu vois. Et je pense c'est ça qu'on a trouvé au sein de la troupe ces 2 dernières années. Et voilà, et qu'on va essayer de faire perdurer le plus possible. C'est très beau, franchement. Merci beaucoup. Mais du coup, donc un tel spectacle, c'est quand même beaucoup, enfin c'est hyper ambitieux d'intégrer ce spectacle. Est-ce que toi, t'arrives à gérer quand même ta carrière solo en parallèle, ou est-ce que t'as voulu mettre en pause à un moment pour te concentrer sur le spectacle? Comment tu gères tout ça? Non, franchement, c'était un truc dont on avait discuté dans l'équipe dès le départ. C'était hors de question qu'on mette nos projets solo. Alors évidemment, ça a été un petit peu freiné au début. On va pas se mentir, quand t'as 8 dates au Palais des Sports pendant 3 mois, évidemment, tu fais une petite pause. Ça nous a pas empêché de sortir un EP dans un premier temps. On a quand même réussi à sortir un album par la suite. Enfin, en vrai, même... Franchement, quand Racine est sorti, j'étais déjà sur Molière, en vrai, même si on n'avait encore rien sorti de concret, mais on a commencé les répétitions en juin, l'album est sorti en mai. Donc j'avais pas commencé le projet concrètement, mais j'étais déjà sur Molière, donc on a sorti Racine. Ensuite, on a commencé les répètes, on a commencé à jouer, on a sorti Rage, et ensuite on a sorti la Pomme, là, il y a quelques jours.
Là, la pomme, on a eu un petit moment d'accalmie parce que j'ai eu quelques mois, mais en fait, dès qu'on avait un petit temps, dès qu'on avait une semaine, si je suis 3 jours à Nantes pour jouer au Zénith, et les 3 autres jours de la semaine, je vais être à la maison pour écrire, ou on se débrouille, c'est des heures de train aussi où je dois finir une chanson, ou des discussions avec des potes qui vont me nourrir et tout. Et franchement, le fait justement de faire plein de trucs en même temps avec plein de gens différents, du coup je vais me nourrir, si tu veux, de situations, je vais me nourrir des histoires et ça va être vachement plus rempli. Et c'est pour ça que l'album La Pomme, c'est l'album dont je suis le plus fière, parce qu'il est rempli de tout ce que j'ai vécu cette année, en fait, de toutes les discussions que j'ai eues avec mes amis, de toutes les émotions que j'ai vécues et d'énormément de travail. Et en fait, je pense que le fait de vivre Molière à côté m'a permis justement de faire une coupure et de pas être non-stop dans cet album, et ce qui m'a permis de rationaliser et d'écrire des choses beaucoup plus précises dans l'émotion, tu vois. Et peut-être aussi d'avoir à chaque fois ce recul, du coup, comme t'étais dans quelque chose de très stimulant, revenir sur cet album, ça donne aussi un nouveau regard que quand des fois t'as la tête dans le guidon tout le temps, tu vois plus. Ouais. De fou. Non, c'est clair, franchement, l'album il est fini depuis août, et franchement il est sorti il y a 2 semaines et j'en ai toujours pas marre, quoi. Je l'écoute et je me dis, c'est cool, tu vois, j'ai fait un projet dont je suis fière, que je trouve carré, et j'espère que le prochain, je serai encore plus fière, tu vois. De toute façon, je pense que c'est la base d'un artiste d'être jamais content et d'aller toujours plus loin, tu vois. Mais ouais, cet album, il est hyper chargé, et franchement, même là, qu'on va continuer jusqu'en juillet les tournées, je vais continuer à écrire, je vais continuer à faire du contenu, je veux pas que ça s'arrête, tu vois. C'est éprouvant pour toi, l'écriture, ou c'est quelque chose de stimulant qui vient très facilement? Est-ce que t'as déjà eu des blocages à ce niveau-là? Oui, j'ai eu des blocages. Pour écrire La Louve, ça a été, il y a eu un gros moment de doute. Je suis allée chez mon pote Abby Bernadotte, qui est un excellent musicien et qui a des idées parfois qui sortent totalement de l'ordinaire. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'un regard extérieur parce que là, j'y arrive plus. Je trouvais que c'était fade. Il me manquait quelque chose, quoi. Il me manquait quelque chose, et du coup, il nous a aidés à faire tout le pré-ref dans ce son qui prend énormément de sens. Et moi, je te parle de La Louve, mais il y a eu tellement de morceaux éprouvants. Ouais, ça dépend quel type de morceau je vais écrire, tu vois. Quand j'ai écrit Tété Où, qui est un vieux morceau, ou quand j'ai écrit Lettre à mots, c'est ce que je disais à une interview de l'autre jour, c'est souvent des chansons qui sont écrites dans les larmes et la morve, tu vois, parce qu'en fait, l'écriture, c'est de la psychologie. Donc, pour écrire quelque chose de bien et parfois d'émouvant, t'es obligé d'aller dans des recoins de ton cerveau où t'as pas envie d'aller, tu vois. Et les meilleurs artistes, les meilleures chansons sont souvent des chansons de gens très torturés. Et je pense qu'on a tous des blessures, on a tous eu des problèmes. Je pense que n'importe qui peut écrire une très belle chanson. Mais là où il faut aller, parfois, c'est pas très agréable. Et il y a des fois où je m'amuse beaucoup plus. Tu vois, où je vais plus écrire une histoire, où je suis plus... quand j'écris Madame, c'était hyper fun à écrire. C'était vraiment de l'ego trip de meuf de rap, quoi. C'était vachement plus rigolo, quoi. Tu vas forcément passer par l'émotion par laquelle tu veux mettre dans ton texte, tu vois. Oui, t'es obligé de le vivre physiquement et de ressentir tout ça pour pouvoir moi, je pense, l'écrire. Ouais. Je sais pas si les autres font pareil. Hein. Mais c'est ta démarche, en tout cas. Je pense que même si tu veux pas le vivre, à partir du moment où tu commences à en parler, si tu veux vraiment aller chercher deep des belles tournures de phrases qui vont bien expliquer ce que tu ressens, il y a forcément un moment donné où tu vas le vivre. Ouais. En quoi est-ce que le rôle de Madeleine Béjart, tu penses qu'il a changé la perception de ton public sur toi-même ? Je sais pas si c'est le rôle de Madeleine qui a changé la perception de mon public ou juste le fait que moi je fasse quelque chose de plus de l'ordre du spectacle. Je pense que j'ai eu justement cette espèce d'épiphanie de me dire vas-y, je vais percer sur les réseaux, il faut que j'y aille à fond. Et du coup, cette espèce de discipline que je me suis mise qui m'a permis d'atteindre et de construire une communauté, tu vois. Mais j'avais pas encore eu accès à la scène. Et c'était le problème, si tu veux, j'avais pas forcément d'équilibre entre je suis chanteuse ou je suis tiktokeuse, on savait pas trop, j'étais plus considérée comme une influenceuse, mais qui fait de la musique, enfin tu vois, c'était un peu flou, et j'avais très envie de sortir de cette étiquette de tiktokeuse, parce que c'était important pour moi d'être considérée en tant que rappeuse, que vraie chanteuse en fait. Et je pense que c'est ça que m'a apporté le rôle de Madeleine, c'est cette possibilité de me produire sur scène pendant 1 an avec une troupe, où il y a eu vraiment ce truc où les gens se sont dit ok, c'est bon maintenant, on la considère en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, parce que du coup la scène est un accès direct aux gens qui t'écoutent. C'est beaucoup plus simple pour toucher artistiquement quand t'es sur scène que quand t'es derrière ton téléphone. Voilà.
Quel est le retour qui t'a le plus touché de la part d'un fan? Je suis très émotive, donc je suis très réceptive aux messages que peuvent me dire mes fans. Mais il y a quelque chose qui me touche plus particulièrement, c'est quand les papas m'écrivent. Quand je reçois des messages des papas, c'est arrivé quelques fois, hein, on n'a pas eu des centaines non plus, mais des papas qui me disent je suis tellement content que ma fille écoute ta musique plutôt que des trucs beaucoup plus, enfin qui correspondent pas aux valeurs dans lesquelles j'ai envie de l'élever. Ça me touche de fou, parce que bon, je fais pas forcément attention à ce que je dis dans mes chansons. Je parle un peu de mes années, pas envie de dire de débauche, mais tu vois, j'ai pas forcément aucun filtre sur le fait que j'ai fumé ou que j'ai fait la fête ou que tu vois. Et c'est pas forcément accessible parfois à un public jeune, donc il y a évidemment un tri qui est fait par les parents. Mais du coup, c'est quand même hyper rassurant si sur certaines chansons, parfois dans les valeurs, tu vois, qu'il y a quelque chose qui est amené, ou le fait qu'un père me dise ouais, je suis fière de par mon éducation que ma fille écoute ta musique. Ça, je trouve ça chambé de fou. Ça fait très plaisir ce genre de retour, ouais. Ouais. Du coup, donc tu commences l'année en beauté avec la sortie de ton album La Pomme, qui est ton deuxième album. Tu l'as défendu donc sur scène à la Maroquinerie. Comment ça s'est passé cette expérience? C'était incroyable. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de stress. C'était ma première vraie scène, on va dire. Enfin, je sais pas, on va dire, c'était ma première vraie scène. Les petites fois d'avant, c'était vraiment des essais, quoi. Alors, le fait d'avoir fait les Zéniths cette année avec Molière, bien évidemment, ça m'a aidé. J'aurais été incapable de le faire il y a un an, ce qu'on a fait là. Vraiment, j'aurais été incapable. Et il y a plusieurs choses qui ont été folles. C'est déjà, dans un premier temps, la connexion qu'il y avait avec le public. Le fait que tout le monde connaissait les paroles des chansons alors que l'album était sorti il y a une semaine. Le fait qu'on ait fait un sold out, que tous ces gens-là étaient là pour moi. Ils avaient imprimé des feuilles avec des messages. Enfin, c'était complètement fou. Et j'étais tellement heureuse de partager ça avec eux, parce que c'est, je pense, une des dates les plus importantes de ma vie, en fait. Le fait de commencer une première scène par la Maroquinerie, qui est quand même une salle un peu légendaire, quoi. C'est quand même assez fou. Et la deuxième chose, ça a été moi, quand je suis sortie de scène à la Maroquinerie, il y a vraiment eu ce moment où j'ai réalisé à quel point j'avais progressé dans mon taf, tu vois. Parce que les gens autour de moi me l'ont dit, c'est ce que je te disais, mes potes me disent souvent t'es une bosseuse et tout. Et ça fait plaisir, et oui, je voyais que je progressais et que moi j'étais contente, qu'il y avait des meilleurs résultats et tout. Mais le fait là d'avoir réussi à assurer un show, à tenir les gens intéressés, même si bon, ils étaient là pour moi. Le fait que tout le monde se soit amusé du début jusqu'à la fin, qu'on ait rigolé ensemble, que j'avais mes potes qui pleuraient dans tous les sens. Enfin, en fait, le fait d'être sortie sur scène, et même moi d'avoir réussi à vocalement à être tight sur tous les cours de chant que j'ai pris avec Géraldine Alouche, etc. Le fait de sortir de scène et de me dire waouh, ça, il y a un an, j'aurais été incapable de le faire, quoi. Donc j'ai vraiment pris conscience de tout le taf que j'ai fait et ce à quoi ça avait servi. Et ouais, je me suis pris une petite claque. Alors, je suis très fière, mais j'étais très émue de cette prise de conscience, et c'était incroyable, et j'ai envie de recommencer et d'en faire encore plein. Mais c'est trop beau, je trouve, de voir justement tout ce chemin, tu vois, parcouru, toute l'évolution. C'est incroyable, franchement. Ouais, c'est... On réalise plus tard, parce que forcément, on est toujours dans notre tête et dans notre tunnel de travail, et que oui, on veut évoluer, mais... quand je regarde le chemin en arrière, ouais, c'est zinzin, franchement. C'est bien de se poser de temps en temps et de s'en rendre compte que ça valait le coup de travailler, quoi. Puis ça aide avec ces petits paliers, ces événements clés où tu peux checker un petit peu ce que tu as fait avant. C'est ça. Du coup, La Pomme, donc, comme je disais, c'est ton deuxième album. En quoi est-ce qu'il est différent de tes projets précédents ? Bah, forcément, musicalement, mes goûts ont évolué, donc forcément, l'album est différent. Après, je pense que là, il y a vraiment... on est plus... Racine, c'est mon premier album, était plus jeune. Il y avait peut-être plus une volonté, justement, d'essayer de ressembler à quelque chose qui marche, plus que quelque chose que j'avais envie de faire. Dans La Pomme, on s'est vraiment laissé la liberté de mettre des guitares électriques parce qu'on avait envie d'en mettre. En fait, franchement, l'album, c'est un album de rap, mais c'est quand même un album de rock, quoi. Il y a énormément de basses, il y a des sons qui sont punk, et pourtant il y a des pianos-voix, c'est hyper libre, c'est hyper varié, et pourtant tout est extrêmement lié. Et je trouve que dans le taf qu'on a fait, c'est assez fou. Il y a eu une espèce d'évidence, en fait, même toute cette direction artistique autour de la femme et autour de la religion a pris tout son sens sur tellement de points, que ce soit le serpent, que ce soit la pomme, que ce soit l'enfer diabolique, le diable, enfin en fait tous les sons
il y avait quelque chose de logique, que ce soit dans les références, dans les paroles. Évidemment, il est différent de tous les projets et j'espère que le prochain sera encore différent et encore mieux. Et c'est ça le but, en fait, je pense, dans la musique, c'est de réussir à faire encore mieux à chaque fois, tu vois. C'est quoi la chanson que tu préfères parmi celles que tu as écrites et que tu interprètes, et pourquoi? Que je préfère interpréter ou que je préfère écouter? Ah, c'est deux choses très intéressantes et très différentes, mais du coup, je veux bien les deux réponses. Alors, il y a Lettre à mots, bien évidemment, qui est un son très personnel, qui a été très dur à écrire et qui est très dur à écouter, mais je pense qu'il est très important parce que c'est un son qui témoigne de tout l'amour que j'ai la possibilité de m'apporter aujourd'hui, tu vois. J'aime beaucoup Le Diable, que j'ai fait avec Mira au piano. J'aime beaucoup la construction de ce morceau et je trouve que c'est une histoire qu'on retrouve dans les schémas répétitifs de beaucoup de personnes et qui du coup peuvent parler à beaucoup de personnes sur les relations humaines. Et celui que je préfère interpréter, dernièrement on a remixé un de mes premiers morceaux, T'as compris. On l'a remixé en drum and bass, on l'a fait à la maroquinerie, c'était un vrai kiff de le faire. Et j'ai fait 1000 mesures sur scène avec Vaik aussi qui est venu faire un solo de guitare et c'était chambé. C'était chambé de fou. Incroyable. Dans un de tes morceaux, dans La Vague, tu dis le rêve devient routine, maintenant j'en veux un nouveau. À quoi tu rêves aujourd'hui? La Vague, je l'ai écrit dans une période de ma vie qui était très sombre. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où je me suis un peu ennuyée de ce que je faisais. En fait, c'était surtout le fait de se rendre compte que j'avais atteint un objectif et que ça allait pas mieux dans ma tête, en fait. C'était surtout ça. Le rêve devient routine. Aujourd'hui, je rêve de garder la stabilité que j'ai aujourd'hui. En tout cas, la bienveillance que j'ai envers moi-même et l'amour que je me porte, que j'ai mis énormément de temps à trouver. J'espère garder tous les gens autour de moi qui m'apportent du bien. Ça, vraiment, c'est mon plus gros projet. Maintenant, si je dois vraiment avoir un rêve, ce serait de pouvoir faire un Bercy. Et le jour où j'aurai atteint ça, je trouverai autre chose, tu vois. Ça, le rêve devient routine, j'en veux un nouveau. Ouais. Donc, mon rêve, c'est de réussir un jour à remplir un Bercy. Et le jour où j'arriverai à remplir un Bercy, peut-être que je voudrais remplir un stade, tu vois. Exactement. Donc, en voilà. fait, on s'habitue toujours un petit peu au niveau c'est où on ça, est arrivé. On veut toujours plus. Mais d'où l'importance de ce qu'on disait, de ces petits paliers où tu checkes un petit peu le parcours que t'as... Enfin, tout ce que t'as parcouru et où tu peux ressentir un petit peu de fierté. De fou. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré pendant ton parcours et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu as envie de collaborer? Les artistes qui m'ont inspiré, il y en a beaucoup que je peux pas citer parce que chiant. Non, il y en a beaucoup que je peux pas citer puisque malheureusement ils ont été accusés d'agression sexuelle et donc on ne les citera pas. Néanmoins, j'ai été bercée par Orelsan depuis mes 14 piges. C'est un artiste que j'admire autant dans la simplicité de son écriture que dans la personnalité, dans ce qu'il propose. Il y a une humilité que je trouve assez folle. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, mais j'adore les vieux groupes, les Led Zeppelin, même Jimi Hendrix, tu vois, les vieux rock des années 70. Enfin, c'est vraiment ma came. J'adore la musique classique aussi. Enfin, forcément des inspirations dans les textes, tu vois, tout ce qui va être Brel, Aznavour. En fait, c'est con, hein, mais ça n'a rien à voir avec le rap. Mais dans l'écriture, dans la construction d'un morceau, tu vois, je trouve qu'à l'époque, c'était pas travaillé de la même manière. Maintenant, dans le rap, évidemment, il y a Diams, il y a Shai, que j'aime beaucoup. En ce moment, c'est Youssoupha. J'aime beaucoup ce que fait Tiff. En fait, des inspi, j'en ai des différentes tout le temps. J'adore Russ, j'adore Riles. J'y écoute tellement de tout. Il y a une artiste qui s'appelle Loredana, qui est une rappeuse suisse-allemande que je trouve trop, trop forte. Chan Mina, qui est une rappeuse coréenne, japo-coréenne. Enfin... En fait, j'essaye vraiment d'aller chercher mes inspirations de partout. J'ai vraiment pas une personne... Enfin, s'il doit y avoir une personne, ce serait Orelsan, évidemment, parce que c'est lui qui revient plusieurs fois, en fait, même dans les paroles des chansons, mais dans tout ce qui est musical, franchement, c'est tellement large. Rosalia, Billie Eilish, Jessie Reyes, enfin... Il y a trop de chansons qui m'ont porté à un moment donné dans ma vie, et je pourrais pas en citer que quelques-uns, tu vois. Est-ce que tu te sens la bienvenue dans le monde du rap aujourd'hui ou est-ce que tu sens une hostilité? Je sens une hostilité de la part d'un certain public, mais ce public-là m'intéresse pas, donc c'est pas grave. Il n'y a pas d'hostilité de la part des rappeurs, au contraire. Ils sont la plupart du temps très ouverts, même très, très accueillants, très bienveillants. Franchement, hein. Une hostilité de la part de la vieille école, peut-être, oui. Parce que une femme qui rappe, qui a pas la langue dans sa poche, oh là là.
Oui, forcément, il y a des gens que ça dérange, mais c'est bien, ça veut dire que ça marche. Et est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer les rappeuses justement que tu m'as citées tout à l'heure? Et est-ce que c'est un milieu où en tant que rappeuse vous vous sentez en concurrence ou au contraire où il y a une certaine solidarité? C'est particulier. Alors non, j'ai pas pu rencontrer de rappeuses. Honnêtement, je suis en train de réfléchir à dans mon entourage s'il y a vraiment des nanas avec qui j'ai pu avoir une connexion dans la scène rap en France. Non, c'est pas le cas. Je pense que en tant que femme dans le monde, en France, enfin dans le monde et en France, on nous a appris toute notre vie à être en compétition. On est élevé dans un monde où on nous apprend toute notre vie à être des pick-me. C'est affreux, hein, mais bon, il faut essayer de se libérer de ça. C'est très dur, mais justement, moi, j'ai appris ces dernières années à aimer regarder briller les autres, et je pense que c'est quelque chose qui tend à se développer, tu vois, qui est beaucoup plus développé aux États-Unis, mais je pense qu'on nous apprend les nanas à être en compétition les unes avec les autres, et j'avoue que j'aimerais beaucoup rencontrer des meufs comme Shai, tu vois, que je trouve franchement c'est assez remarquable le taf qu'elle fait. Mais c'est des meufs qui sont pas forcément accessibles. Je pense que c'est des nanas qui en ont chié pour arriver là où elles en sont. Même des Aya Nakamura ou des Iseult, tu vois. C'est des nanas pour qui j'ai énormément d'admiration, mais pour moi, c'est des nanas qui sont inaccessibles. Je sais pas si elles sont en compétition, je pense pas. Je pense qu'elles ont la tête dans leur projet, tu vois. Je pense qu'elles ont la tête dans leur projet, que elles ont réussi à grailler dans leur assiette et que en fait c'est normal quand quelqu'un vient te voir en disant ah j'adore ce que tu fais, bah ouais en fait t'as autre chose à faire, tu vois. Et je les comprends de fou. J'aimerais beaucoup bosser avec Shai un jour par curiosité, parce que j'ai la curiosité de savoir comment elle travaille en fait, comment elle construit un morceau, comment voilà. C'est quoi ta dernière claque musicale? Bah il y a Sodade, j'en ai parlé tout à l'heure, qui je sais pas, en termes de mélodie, de musicalité, je le trouve tellement fort. Et ouais, Dieu est grande de Youssoupha, qui est sorti il y a pas très longtemps, là, qui est, ouais, franchement, claque. C'est ma dernière claque musicale. Et Doechii aussi. Je sais pas si c'est une rappeuse américaine, elle est incroyable. Elle a fait un Tiny Desk récemment. Elle est renversante. J'irai écouter tout ça. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la musique? D'éviter de trop se regarder et de faire. Fais, lance-toi, publie, envoie. De toute façon, si c'est mauvais et que ça marche pas, personne le verra, donc tu risques rien. C'est vrai. Voilà. C'est quoi pour toi la vie d'artiste? C'est ne pas avoir de vacances. On pense la vie d'artiste. Non, en vrai, franchement. En vrai, hein, la vie d'artiste, on imagine, tu sais, voilà, la BM, la villa, la piscine, machin et tout, c'est pas ça. La vie d'artiste, c'est regarder en arrière et se dire tiens, la dernière fois que je suis partie, c'était il y a 2 ans. Ou, tu vois, franchement, c'est accepter que, en fait, quand tu fais le métier que tu aimes et que t'as un métier d'artiste, t'es pas au bureau de 8h à 17h, en fait, t'es toujours au boulot. C'est toujours au boulot, ouais. Parce que si tu te réveilles à 3h du tam et que t'as une idée ou qu'il faut bosser, bah c'est maintenant, et tu l'auras pas, tu peux pas te rendormir, en fait, tu vois. Les week-ends, ça n'existe pas, les jours fériés, ça n'existe pas, c'est ça, et franchement, quand nous, on part en week-end, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on a des artistes qui vont jouer dans un festival à l'autre bout de la France, et on va utiliser le fait que ces artistes jouent en festoche pour justifier qu'on se barre en week-end, pour être quand même un peu en train de bosser. Bon, il y a forcément un moment donné où on lâche, tu vois. Mais franchement, on est tout le temps en train de bosser. Même quand je me prends des semaines de repos avec mes potes dans une baraque, c'est toujours une baraque où il y a un studio d'enregistrement, quasiment. Bien sûr. Et en fait, tu joues à la console 2 jours, tu vas à la piscine et tout, et puis après tu te retrouves dans le studio, en fait, et tout le monde est enfermé, et tu finis par faire des musiques qui sortiront jamais. Mais en fait, honnêtement, même pour moi, là, si demain tu me dis, tu pars, je sais pas, dans les îles pendant 1 semaine, je serai refaite, mais tu peux être sûr que dans 2 jours, je reprends mon téléphone et puis je me mets à faire des TikTok. Mais c'est quoi, horrible, mais... C'est une forme d'addiction à ce travail, au besoin de sortir quelque chose de créatif. Comment est-ce que tu l'expliques tout ça? C'est les deux, c'est la peur que les gens t'oublient, en fait, tu vois. T'as tellement monté une communauté, t'as monté un truc, t'as ton algorithme qui est actif tout le temps. Quand tu veux être artiste, en fait, c'est pas parce que t'as réussi, c'est pas parce que j'ai réussi à vendre tant que demain, je suis sauvée de tout, en fait, j'ai l'immunité, ça y est, je suis artiste. Non, c'est pas ça, en fait, faut toujours aller plus loin. Et en fait, il y a tellement de contenu, de gens qui rêvent d'être... Enfin, la France est remplie de gens talentueux, le monde est rempli de gens talentueux. Donc, en fait, si toi, tu ne fournis pas de quoi nourrir
les besoins musicaux de ton public, ils vont te remplacer très très rapidement. Donc il y a ce besoin de faire la musique, parce que mine de rien, quand on est musicien, c'est un truc qu'on fait tout le temps, de la musique. Enfin, j'ai des souvenirs de soirées avec des potes musiciens qui soufflaient dans les bouteilles de bière en disant c'est un fa dièse ça, non c'est quoi, enfin tu vois, ce genre de truc. Franchement non vraiment c'est assez autistique comme milieu, tu vois, mais c'est merveilleux aussi parce qu'on fait tout le temps ça, tu vois, on pense tout le temps dès qu'on fait une connerie ou un truc, on se dit ah putain ça ferait une super vidéo, parce que voilà, on a ce besoin de créer sans cesse et qu'en fait on se dit pourquoi je le ferais pas, ce serait dommage de passer à côté, tu vois. T'as cette peur toi aujourd'hui que tout s'arrête? Oui, je fais en sorte que ça n'arrive pas parce que je travaille très dur, mais évidemment si ça s'arrêtait je serais malheureuse, je sais pas ce que je ferais, tu vois. Enfin si, je me retournerais forcément, tu vois, mais en fait ce serait dur, tu vois, d'avoir construit tout ça pour que ça s'arrête du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail aujourd'hui? En écoutant ma musique, en partageant mes vidéos, en s'intéressant à mes textes, voilà, en venant me voir en concert. Quel artiste t'aimerais écouter sur ce podcast? Ça peut être un artiste de musique ou pas forcément. Je pense qu'à des gens que j'admire mais que je connais très bien. Mais il y a des artistes qui ont un peu de bouteille que je trouve très intéressants, comme A2H ou même Sodad, le gars dont je te parlais tout à l'heure. Et il y a aussi un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Dajak, qui est un mec qui fait énormément de live, qui est très développé en live et très peu sur les réseaux. Mais il a un talent de fou. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer il y a quelques années. Et voilà, je te recommande sa musique, c'est très très chouette ce qu'il fait. J'irai écouter tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive donc à la fin de ce podcast. Merci d'avoir été avec nous sur Première Loge. Donc si vous voulez soutenir Morgane, n'hésitez pas à aller streamer son deuxième album, La Pomme, et à aller la voir bien sûr en concert. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous, et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.